Bonsoir les amis. Aujourd'hui, je vais dans un premier temps vous faire un petit rappel de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Comme je vous disais au cours précédent, je vais pas trop vite, histoire de ne pas vous perdre et donc pour que vous ayez des bonnes bases bien solides au niveau électricité. Donc on avait vu jusqu'à présent, on avait vu l'alternatif, l'alternatif et le continu. Hein. Bon, vite fait, je vous fais un petit rappel. Hein, on avait dit qu'on continue. On avait une petite batterie, notre petite lampe, notre petite lampe. On avait une tension de 12 volts, d'accord, de 12 volts. Et la tension, d'accord, la tension par rapport au temps, U en volts, ici je vais mettre 12 volts ici, on avait dit que la tension était constante, qu'elle ne variait pas en fonction du temps. Donc là nous avons une batterie, en fait une tension qui est constante au bord de la batterie. Et en ce qui concerne l'alternatif, donc en alternatif, on avait dit que en fait l'alternance en fonction du temps, l'alternance en fonction du temps, elle évoluait, d'accord. Donc on avait une période, on avait dit qu'une période, ça faisait 20 millisecondes. 20 millisecondes. D'accord. Et on avait vu que la période, c'est l'inverse de la fréquence. Donc on dit que la fréquence est l'inverse de la période. D'accord. Donc si je fais 1 divisé par 20 millisecondes, eh ben je vais trouver 50 Hz, la fréquence du réseau en France. Donc c'est ce qu'on avait vu auparavant. Aujourd'hui, je vais revenir encore un petit peu sur les notions de base et on va parler un petit peu de l'histoire de la résistance. Alors, je vais prendre un exemple simple. Alors, on avait fait quelque chose de très simple. Bon, là, je vais partir. Je vais dire que je suis en alternatif. D'accord. J'ai 230 volts en alternatif et j'ai ma petite lampe. D'accord. Je vais faire là. Attendez. Je vais faire ma petite lampe. Je vais faire un petit symbole. Comme je vous disais, on va faire les choses proprement. Voilà. On va faire la petite résistance qu'il y avait dans l'ampoule. Donc le courant, d'accord, le courant, voilà, il passe et ma lampe s'éclaire. D'accord. Alors on avait vu la loi d'Ohm et on avait dit, bon, en général c'est plus valable en continu, mais pour l'instant on va pas compliquer les choses. On avait dit que U égale RI. Ça veut dire que la résistance multipliée par le courant nous donnait la tension. D'accord. Donc on va dire que là, on va faire abstraction, on va dire que on va mélanger le continu et l'alternatif, on dira que c'est la même chose pour comprendre l'exercice. Ou alors je peux très bien faire, pour simplifier, je vais mettre du 230 volts continu. Tiens, pourquoi pas. Pourquoi pas. 230 volts continu. Voilà. Voilà. Donc du coup, la loi d'Ohm, là, dans ce cas-là, elle est valable, il n'y a pas de souci. Mais vous savez que quand les usines, au départ, quand on a voulu produire de l'électricité, le phénomène de problématique des batteries, à l'époque de l'industrie électrique, eh ben, on avait le même problème qu'on est aujourd'hui. On stockait l'électricité sous forme de batterie, mais ça posait un problème de stockage. C'était exactement le même problème que l'on a aujourd'hui. C'est pour ça qu'on avait on est passé au réseau alternatif, c'est pour le transport de l'électricité. Ça évitait d'avoir des stocks de batterie. Mais ça existait, on avait des stocks de batterie au tout début. Donc là, je reviens, vous voyez, si j'ai 230 volts, qui passent, voilà, ben, en fonction de la puissance de ma lampe, je vais avoir un certain courant. On avait dit que l'ampoule, elle avait une certaine valeur, une certaine résistance. Ça, on est d'accord. Mais il ne faut pas oublier que le câble aussi, lui, il a une résistance, le câble. Le câble a certes une résistance moindre,
mais il en a une quand même, hein. Donc bon, c'est du cuivre en général, hein, donc, mais le câble aussi a une certaine valeur. Et je ne sais pas si j'avais vu avec vous, mais on avait dit, mais comment se mesure une résistance? Alors une résistance, hein, en général, ça va se formuler par cette formule, hein, R, la résistance de 1 égale ρ, je ne sais pas comment on fait ρ, hein, ρ fois L sur S. Voilà. Ben, ρ, c'est la résistivité du câble, hein. Alors, je ne sais plus comment on fait ρ, c'est du grec, hein, excusez-moi, hein, n'était pas grec, hein, mais ρ, voilà, je ne sais plus. S'il y en a qui le savent, hein, de mémoire, merci de le mettre en commentaire. Rho, ben, je vais le faire comme ça, hein, je vais dire que c'est Rho, quelque chose comme ça. Donc la résistance d'un câble, eh ben, ça va se mesurer par Rho fois L sur S. Eh bien, on voit bien là que mon câble, là, en fonction de la section de mon câble, hein, plus la section de mon câble elle va être petite, grand sera sa résistance, hein, d'accord? Donc, et ça va dépendre aussi de sa longueur, hein, la longueur du câble, d'accord? Donc la résistance d'un câble va se mesurer par cette formule R égale ρL sur S. Et c'est pour ça que quand on met du câble en fonction de, que ce soit du câble en cuivre ou que ce soit du câble en alu, ben c'est ça qui change, c'est la résistivité. Moi j'ai eu le cas sur des chantiers, des personnes mettant des câbles alu, mais en fonction d'une certaine longueur. On fallait surtout pas mettre de l'alu parce que la résistivité de l'aluminium n'est pas la même, donc la résistance n'est pas la même. Donc, alors de tête, je me rappelle plus, mais à partir d'une certaine longueur, vous avez intérêt de mettre du câble en cuivre le mieux conducteur possible, parce que sinon ça fait varier sa résistance, d'accord? Et si la résistance du câble varie, vous avez de la perte en ligne, hein, au fur et à mesure des longueurs, quoi. Donc la résistance d'un câble dépend bien de ρL sur S. Donc plus la section elle est petite de mon câble, hein, vous vous rappelez, on avait vu la section d'un câble. Bon, ça c'est mon câble, hein. Ben, plus la section là, la section S là, cette section là est petite, plus elle est petite, et ben si la section est petite, si je diminue au dénominateur, je vais augmenter ici, hein, et ça se vérifie mathématiquement. Donc attention au câble, et c'est pour ça que quand on démarre, on a besoin souvent de démarrer une batterie, vous allez chez votre mécanicien, il aura toujours de gros câbles pour démarrer votre batterie. Justement, parce que plus le câble, plus il est gros, plus il va laisser passer les électrons. Donc le courant va passer plus facilement. Donc là, je vous disais, effectivement, donc dans l'absolu, en fait, là on n'en tient pas compte, mais dans l'absolu, on devrait tenir compte de la totalité de la résistance de mon circuit, de la résistance de mon ampoule, d'accord, plus de la résistance de mon fil dans l'absolu, d'accord. Donc bon, on n'en tient pas compte pour les petits circuits, mais quand ça devient des gros circuits, on en tiendra compte. Donc voilà un peu pour les histoires de résistance. Bah maintenant, qu'est-ce qu'on va faire là? Bah, ce qu'on va faire, j'y viens gentiment, je vais faire exprès, voilà, je vais faire un court-circuit franc. Là, je vais faire un court-circuit franc, bon, voilà, je suis quelqu'un de lambda qui ne connaît pas l'électricité, il arrive, bon, mais il fait toucher par exemple les deux fils, qui arrivent à l'ampoule, hein, il doit brancher une ampoule sans faire exprès, et bien il touche les deux fils. Alors qu'est-ce qui va se passer? Et bien en fait, qu'est-ce qui va se passer, c'est que le courant, il va prendre le chemin le plus court. Le courant, il prend le chemin le moins résistant possible. Ben oui, si je propose deux chemins au courant électrique, je propose un chemin avec une résistance et un autre chemin, alors là je fais mon ampoule. Si je propose, alors le courant il arrive ici, alors normalement il devrait passer par là, mais moi je dis tiens je vais le faire passer par là en faisant ici un court-circuit franc. Ben, le courant lui il s'embête pas, hein, il prend le chemin le plus facile, là où les électrons ont plus de facilité à passer. Donc qu'est-ce qui va se passer? Eh ben les électrons ils vont faire le tour, et c'est au
open bar. En fait, c'est open bar. Ils débitent, ils arrivent, c'est open bar, on y va. Et ben, qu'est-ce qui va se passer? Et ben, c'est... Alors, si je mets un plomb, un petit plomb ici, hein, dans le temps, on mettait un plomb, donc un fusible. Si je mets un fusible ici, eh ben, en fonction de sa capacité, si par exemple mon ampoule elle consomme habituellement, je vais dire 2 ampères, et que là du coup ben, je fais monter le courant, je dépasse 2 ampères par exemple, et ben je vais faire sauter le plomb, parce que j'ai fait un court-circuit franc aux bornes de mon ampoule. Mais supposons que vous n'avez pas de fusible. Supposons que vous n'avez pas de fusible. Imaginez que vous avez oublié, vous n'avez pas de fusible, vous n'avez pas de disjoncteur. Vous faites un court-circuit franc. Eh ben, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, le fil, c'est le fil qui va remplacer le fusible. Et le fil, en remplaçant le fusible, eh ben, ce qu'il va faire, il va mettre le feu. Il va mettre le feu, il va cramer le fil. Il va cramer et vous mettez le feu dans la maison. C'est le début de l'incendie. Je vous en parle de ça parce que ce qui souvent le prend plus facilement feu dans une maison, souvent ce sont les VMC. Alors la VMC dans une maison, c'est juste pour vous en parler. Je vais vous faire un petit schéma. Donc là on va être en 230 hein, évidemment. Hein. La VMC dans une maison, on est en 230 volts. Hein. Je vais faire voilà, je vais mettre un petit bouton, un interrupteur, et je vais mettre mon moteur ici. Alors on va symboliser comme ça le moteur. Hein, d'accord, on va mettre un petit ventilo, tiens, comme ça on sait qu'il y a un ventilo dans la VMC. Voilà, la VMC. En général, une VMC, elle tourne à peu près. Elle consomme à peu près, entre 1 ampère, 1 ampère 5. Ça veut dire que quand elle fonctionne normalement, elle va consommer à peu près 1 ampère 5. C'est ce qu'elle va tirer. Donc, ce qu'on va faire dans les maisons, ce qu'on mettra, c'est des disjoncteurs de 2 ampères. Alors je vais le symboliser par un fusible hein, pour l'instant. On va mettre un disjoncteur de 2 ampères. Supposons, pourquoi 2 ampères? Supposons qu'il y a un court-circuit ou il y a un condensateur à l'intérieur qui claque, il y a un défaut à l'intérieur. Bon, le courant va augmenter, mais il va faire sauter tout de suite à 2 ampères. Vous allez protéger le fil. Voilà à quoi ça sert. Les disjoncteurs et les fusibles, ça sert à protéger le fil pour pas mettre l'incendie dans la maison. Donc un VMC, important à savoir, hein, une VMC c'est toujours un disjoncteur de 2 ampères. J'ai déjà vu des incendies dans des maisons pour avoir des gens qui avaient mis des disjoncteurs de 10-15 ampères, hein, voilà, des disjoncteurs beaucoup trop hauts. Et je crois que j'avais un voisin également qui avait mis le feu, je crois, il avait comment dire, un appareil agricole et il s'était trompé de disjoncteur, il avait mis beaucoup trop haut. Hein, parce que s'imaginez que vous mettez un disjoncteur 15 ampères, le fil, il aura largement le temps de cramer le fil. Donc il cramera avant que le disjoncteur il saute. C'est beaucoup trop haut, d'accord? Sachez que les disjoncteurs sont là pour protéger le fil. Les disjoncteurs sont là pour protéger le fil, pour éviter de créer l'incendie. Donc voilà en ce qui concerne le disjoncteur. Je fais une petite pause et je reviens à vous. Voilà, donc ce qu'on va aborder un petit peu ensemble, gentiment, je voulais vous parler de la norme. Vous voyez, ce qui fait les normes en électricité, vous voyez, c'est le petit ouvrage de Promotelec. Ça, c'est la Bible de l'électricien. Donc si vous avez besoin, bon je ne suis pas sponsorisé par Promotelec mais j'en parle quand même parce que faut remettre, ce qui est à César revient à César, hein. Donc le label Promotelec, je leur fais une petite pub en passant, tant mieux pour eux. Et ça c'est la Bible Promotelec, c'est la Bible des électriciens. Bon mon ouvrage là il est un peu, voyez il est un peu ancien, mais si vous avez besoin de ces ouvrages, vous allez chez Promotelec et vous commandez ce petit ouvrage là, surtout quand vous n'êtes pas professionnel et que vous avez des doutes sur les normes, d'accord, vous pouvez commander
ce petit bouquin. Je ne sais plus combien ça coûte, mais ça c'est la Bible de l'électricien. Pourquoi? Parce que dans la maison, dans la norme, vous êtes assujetti à la norme NFC 1500. Voilà. Pourquoi je vous en parle de la norme NFC 1500? Ce que vous devez savoir. Ce que vous devez savoir. Quand vous faites une intervention dans votre maison, quand vous faites intervenir une tierce personne sur votre installation électrique, elle doit travailler selon la norme NFC 1500. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est la norme des règles de l'art et ça évite bien sûr des accidents. Mais aussi c'est une sécurité aussi pour vous, parce que quand vous faites venir un artisan chez vous, il doit bien sûr respecter cette norme, mais il doit surtout avoir une assurance décennale. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un intervient dans votre maison, sur votre installation électrique, quand il intervient sur votre installation, c'est qu'il reprend la responsabilité de toute l'installation. D'accord? Parce que c'est le dernier à être intervenu sur votre installation, donc il va prendre la responsabilité de toute l'installation. Donc c'est important, donc quand vous prenez quelqu'un qui intervient pour faire l'électricité chez vous, vérifiez bien sûr, lui demandez-lui sa décennale, évidemment, hein, c'est son assurance c'est obligatoire, et c'est très important. Donc, et bien sûr, il va être assujetti à cette norme, hein. Et quand c'est de la grosse rénovation, bon, il va repartir sur du neuf. Bon, c'est parfois un peu plus délicat, hein, quand c'est des anciennes maisons et quand il faut refaire ou modifier l'installation, c'est un peu plus délicat parce qu'il reprend l'existant, hein, donc c'est un peu plus compliqué. Mais sachez que on sera toujours assujetti à cette norme. Donc voilà, en ce qui concerne la norme NFC 1500. On a vu, alors pour faire un tableau électrique, bon, comme je vous disais, bien sûr, hein, vous êtes assujetti à cette norme. Et en général, pour savoir ce que vous allez mettre comme tableau électrique, il va falloir que vous déterminiez dans un premier temps la surface de la maison. La surface de la maison va vous dire qu'est-ce que vous allez devoir mettre comme tableau électrique. Hein, donc cherchez dans vos docs si vous en avez, vous demandez la surface de votre maison, et en fonction de la surface de la maison, on va pouvoir réaliser votre tableau électrique. Donc voilà pour aujourd'hui, je continuerai demain, je pense qu'on continuera sur le tableau électrique demain, les notions de base en tableau électrique. Je vous dis à très bientôt, merci, à bientôt.